Mesdames, Messieurs, chers chefs d'entreprise, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais m'atteler à animer ce séminaire aux côtés d'Hervé Mariton. Juste un petit rappel du contexte. Vous avez dû apprendre, grâce à la FEDOM, que les maquettes budgétaires du PLF et du PLFSS 2026 annoncent des mesures mortifères pour notre économie. Mortifères parce que le précédent gouvernement a en effet proposé d'inscrire au budget pour 2026 près de 800 millions d'euros d'économies par an sur les deux principaux dispositifs de soutien à l'emploi et à l'investissement des entreprises ultramarines, que sont l'ALODEUM, environ 700 millions d'euros par an d'aide au titre du différentiel, qui représente, avec la FION, 1,2 milliard, et les aides fiscales à l'investissement productif outre-mer. Donc c'est un contexte qui est particulièrement anxiogène, d'assainissement des finances publiques et de recherche d'économie, et nous devons faire front et mettre toute notre énergie aux côtés de la FEDOM pour enrayer cette tendance à croire que les chefs d'entreprise de l'outre-mer et leurs salariés peuvent être sacrifiés sur l'autel de l'équilibre budgétaire. Donc, une fois ce contexte replacé, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. Donc le séminaire a un thème qui est très important, le financement. Sans financement adapté, vous le savez, il n'y a pas d'investissement, pas d'innovation, pas de développement, pas d'emploi. Autrement dit, il n'y a pas d'avenir économique durable pour nos territoires. Or, en Guadeloupe, comme dans l'ensemble des Outre-mer, nous savons combien les défis sont grands. Sous-capitalisation, fragilité des fonds propres, difficulté d'accès au crédit bancaire, complexité du préfinancement des subventions européennes et crédits d'impôt, prudence des investisseurs face à la perception du risque outre-mer. Mais nous savons aussi que nos entreprises ont une formidable capacité de résilience et de créativité. Notre rôle collectif aujourd'hui à travers ce séminaire est de dresser donc un état des lieux lucide des financements disponibles, d'évaluer leur pertinence et de réfléchir ensemble aux évolutions qui seraient nécessaires. L'objectif est clair, redonner de la confiance et de l'attractivité à notre économie locale dans ce contexte particulièrement anxiogène. Et dans ce cadre, je tiens à remercier la FEDOM et le président Hervé Mariton d'avoir placé la Guadeloupe au cœur de ce cycle de rencontres et remercier également l'ensemble des intervenants que je vais appeler pour leur disponibilité et leur engagement. Donc, je demande à mon cher confrère, monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que Gilles Choss, directeur AFD Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, Stéphane Toiti, directeur de la BRED, Jean-Luc Roustan, directeur de la CEPAC. Je remercie Monsieur Le Gall et Monsieur Gros pour le panorama très clair et précis de l'économie guadeloupéenne et des outils financiers existants. C'est un panorama qui nous livre régulièrement à l'UDE-MEDEF et qui nous permet d'avoir un radar sur l'évolution de l'économie sur notre territoire. Selon moi, ce diagnostic illustre bien le paradoxe auquel nos entreprises sont confrontées. D'un côté, on a une énergie entrepreneuriale et des besoins criants de financement, et de l'autre, on a parfois une complexité d'accès aux capitaux et aux dispositifs disponibles que propose la région, par exemple, l'administration fiscale à travers du CIOP. Donc, c'est justement ce que nous allons explorer dans cette première séquence, consacrée aux conditions préalables du financement. Donc, nous entendrons successivement les voix des collectivités, des grands financeurs institutionnels, des banques, de la BPI, mais aussi du réseau Entreprendre et du secteur assurantiel. J'invite donc tout d'abord mon cher confrère, M. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, à ouvrir cette séquence en nous partageant la vision et le rôle des collectivités territoriales dans le financement de l'économie locale. Ah, je sais pas. Ça fonctionne. Je sais pas. Comme je suis arrivé en retard, je ne sais pas si les personnalités que j'entends saluer sont présentes, mais monsieur le préfet ou son représentant, monsieur le président de la FEDOM, monsieur le président de l'Union des entreprises, mon cher Philippe Bouineau-Blondet, mesdames, messieurs les élus, chers partenaires économiques et institutionnels, bonjour. C'est avec un certain trac que j'aborde mon intervention, puisque
Le but de la manœuvre, c'est de vous parler de l'expérience que je vis en tant que maire, de vous parler de choses concrètes, non pas de vous livrer un discours de juriste, d'avocat ou de professeur de droit, pour vous dire comment j'ai compris le sujet qui est le rôle moteur des collectivités territoriales dans le financement des entreprises. Je pense que d'autres intervenants vont faire la catégorisation, la région chef de file du développement économique à l'échelle du territoire, de la région. La région fixe donc et coordonne des stratégies, des régimes d'aide, les intercommunalités avec pour nous Cap Excellence qui gère la proximité, le développement de proximité, en particulier les ZAE, les zones d'activité économique, l'ingénierie et tout cela à l'échelle du bassin pour Pointe-à-Pitre, le bassin centre, l'agglomération centre de la Guadeloupe. Salutations au monsieur le président de région qui arrive, président de la CCI, bonjour à vous messieurs. Et nous, communes, j'en arrive à nous, communes, et qui participons au financement des entreprises, de la vie économique à travers la commande publique. La commande publique qui est plus qu'une simple procédure, c'est un vrai levier, une vraie politique publique qui a un impact sur le tissu économique du territoire. Donc, à travers la commande publique, les collectivités, et pour nous la commune, apportent une vraie impulsion au développement, à l'activité économique, notamment à travers les grands projets d'investissement qui concourent à la transformation du territoire et également par le biais d'une gestion saine. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de chantiers, beaucoup de marchés. Il faut aussi qu'il y ait une gestion saine de la collectivité qui permette d'assurer aussi des paiements dans les délais, des délais raccourcis. Donc, dans un premier temps, pour être un peu pédagogique, je fais la catégorisation entre subventions, dépenses fiscales, aides financières et certaines exonérations de cotisations qui peuvent être allouées aux entreprises, aux investisseurs sur le territoire. Donc, au niveau du bloc communal, on va distinguer les aides directes et les aides indirectes. Parmi les aides directes, on compte les aides fiscales, notamment celles qui sont liées à des réductions de taux, à des exonérations. Pour nous, la taxation des entreprises relève de la structure intercommunale depuis que ce secteur a été transféré à Cap Excellence en 2021. C'est donc la communauté d'agglo qui recouvre la contribution économique territoriale, la CET, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les taux sont fixés par l'établissement public de coopération intercommunale. La seule marge de manœuvre qui reste aux communes qui composent cette communauté d'agglo, ce sont les exonérations. Mais nous ne pouvons pas, de notre côté, dans notre coin, allouer des exonérations sans que cela soit approuvé à l'échelle intercommunale, puisque les exonérations qu'on peut consentir ont un impact sur le produit collectif, le produit que va recouvrer la communauté d'agglo. Donc, il y a nécessairement une concertation à avoir avec l'entité intercommunale pour accorder des exonérations aux entreprises. Il y a aussi la possibilité d'accorder, de mettre à disposition des terrains ou aménager des infrastructures publiques en faveur de l'installation des entreprises, comme les pépinières d'entreprises. La communauté d'agglo va créer les conditions d'attractivité pour que les entreprises puissent trouver un certain nombre de services, un certain nombre d'actions transversales qui favorisent leur activité et leur installation. Donc, il y a cette possibilité de créer, d'aménager des infrastructures publiques ou des installations en faveur des entreprises. Donc là, comme je disais, ZAE, zone d'activité économique, c'est Cap Excellence. Pour nous, c'est la zone d'activité du gazon. La zone d'activité pour Bémao, c'est Beau Soleil, par exemple. Près de Guadeloupe Première aussi, là, il y a une zone d'activité économique. Et Pointe-à-Pitre rêve de créer et aménager une zone d'activité économique à Bergevin, qui est l'une des rares zones que nous avons pour se garer, mais qui pour l'instant
est un véritable cloaque parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement. C'est une zone qui a été délaissée et nous espérons qu'avec l'intercommunalité, nous parviendrons à créer une vraie zone d'activité économique à Bergevin. Autre forme d'aide directe, les aides qui transitent par des opérateurs locaux, comme par exemple une prise de participation dans le capital d'une société d'économie mixte. On a tel des investisseurs, on a une activité qui nécessite l'implication de fonds publics, mais on a aussi besoin d'un apport d'entreprises privées, mais on va se concerter et on va créer ensemble une société d'économie mixte où des fonds publics vont être associés à des fonds privés et l'entité va bénéficier de plus de souplesse dans son fonctionnement qu'une collectivité locale qui est tenue souvent par la règle de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, par la rigidité des procédures administratives. Souvent, quand on crée une SEM, c'est pour passer outre ce rigorisme de la gestion de fonds publics purs. Et enfin, les subventions, j'ai trouvé des données nationales, c'est selon ce que j'ai pu lire, 5 milliards d'euros d'aides qui se répartissent entre les régions et les structures intercommunales. Il y a aussi les aides indirectes. Pour que les entreprises soient en confiance, pour qu'elles puissent accepter nos commandes, il faut restaurer la confiance de la collectivité, non seulement auprès des acteurs économiques, mais aussi auprès des banques. Et c'est dans cet esprit que Pointe-à-Pitre organisera dans les prochaines semaines une conférence réunissant quelques chefs d'entreprise qui sont confrontés à des difficultés de trésorerie et de financement, et des banques telles que la BPI. Il s'agira pour la ville d'informer les banques sur la solvabilité retrouvée de la ville, car beaucoup continuent sur les schémas anciens. Ah non, Pointe-à-Pitre, parce que la ville était effectivement sur la liste rouge, voire noire des partenaires. Et aujourd'hui, nous voulons faire savoir que la ville a retrouvé une santé financière et que nos dettes et les créances de nos partenaires socio-économiques peuvent être nantis, peuvent être préfinancés parce que derrière, il y a une collectivité qui a retrouvé un équilibre, qui a retrouvé une gestion saine. Donc, la confiance qu'on restaure, on participe aussi au financement des entreprises par la performance de l'achat public, de la commande publique, je disais dès le début, l'accès à une concurrence élargie par le respect des procédures donne plus de chance à tout le monde. C'est fini le temps où, dans un coin de table, on attribuait des marchés aux copains et on gonflait les prix pour pouvoir tirer des pots de vin. Et donc, aujourd'hui, avec ce qu'on constate dans la jurisprudence pénale des affaires, on constate qu'il y a une sévérité, une vigilance accrue de la Chambre régionale des comptes, et la Cour des comptes et les organes de tutelle et d'enquête sur l'action des collectivités. Donc tout le monde a intérêt à mettre en œuvre la concurrence, et le ministère public ne rate pas les élus aujourd'hui qui passent outre les règles de mise en concurrence pour faire du clientélisme, favoriser leurs proches. Donc, pour qu'il y ait un véritable levier d'aide aux entreprises, il faut respecter les règles de la concurrence, et c'est ce à quoi nous nous appliquons à Pointe-à-Pitre. La réduction aussi des délais de paiement. Nous sommes en ce moment aidés par la DRFIP qui a mis à notre disposition un coordonnateur, M. Ramassami, peut-être qu'il est là, je ne sais pas, mais qui vient avec nous aider notre direction des affaires financières à mettre en place des procédures qui permettent de respecter un délai maximum de 30 jours pour payer nos factures, puisqu'il faut au maximum 30 jours pour le traitement par nos services et par le comptable public, afin que les entreprises payent moins d'AGO et disposent rapidement des recettes résultant de leurs factures. Donc ça aussi, c'est un engagement que nous avons pris et que nous nous efforçons de respecter. Et aujourd'hui, la ville dispose d'une trésorerie de plus de 12 millions d'euros. Quand je suis arrivé maire, on faisait des listes de priorités. On choisissait les entreprises dont on avait besoin pour les payer, pour obtenir qu'elles acceptent notre bon de commande. Sur 100 factures, on a payé une vingtaine. Et voilà, et on faisait une liste de priorités. Pour moi, c'était une entrave à la transparence, une entrave au respect de la règle service fait égale paiement.
Et donc, on a pu mettre fin à ce système puisqu'on a aujourd'hui plus de trésorerie que de mandats. Donc, aujourd'hui, mon problème aujourd'hui, c'est avec ma direction des affaires financières à qui je reproche de ne pas faire assez de mandats, puisque le comptable public nous dit, mais vous avez de l'argent et il y a des factures encore impayées, payez-les. Donc, il y a tout un système à mettre en place pour que le personnel, parce que je ne veux pas m'en prendre aux fonctionnaires, mais la fonction publique aussi est un peu tétanisante parce que les fonctionnaires ne sont pas soumis aux mêmes tensions que nous, entrepreneurs privés, qui savons que si on n'a pas de recettes, on ne touche pas et à la fin du mois, s'il n'y a rien dans les comptes, on ne peut pas payer les salaires. Le fonctionnaire, il est payé dès le 17 du mois, avant service fait. Donc, que votre facture soit oubliée, que votre facture soit dans un tiroir. Non, c'est un vrai problème et c'est pas une inventive. Moi, j'ai été fonctionnaire et j'ai abandonné quand je pouvais plus supporter cela. Mais je vois qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'asymétrie entre le moteur de l'action publique et ce qu'attendent les entreprises. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a quelque chose à faire là. Peut-être une petite prime de fin de mois. En fonction, plus vous payez des mandats, eh bien, plus vous aurez un petit 200 € en plus sur votre paye. Peut-être qu'on aura plus de mandats à la langue. Voilà, les projets subventionnés aussi, c'est une forme d'aide indirecte. Et les difficultés de trésorerie des collectivités peuvent être contournées par justement comme on l'a fait pour finir la maison de quartier qui avait entraîné la faillite de plusieurs entreprises et le projet arrêté. Eh bien là aussi, on a dû recourir à l'AFD qui nous a avancé les fonds d'une subvention qui va nous être allouée, mais on a pu bénéficier des fonds par l'avance et quand les subventions seront versées, elles seront versées directement à l'AFD. Voilà l'expérience que je vis en tant que maire, voilà comment concrètement nous portons notre contribution au financement des entreprises. Je ne peux pas vous dire plus puisque je ne peux garantir que ce que je sais et que j'ai vu et que je pratique. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, pour cet éclairage très cru et sans langue de bois. On passe tout de suite la parole à monsieur Gilles Schoss, directeur de l'AFD Guadeloupe, qui va nous présenter le thème relatif au rôle d'appui aux entreprises et de financeurs de grands projets de développement de l'AFD. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'entends qu'il faut que je relève le défi des 7 minutes. Non, mais d'abord, je voulais vraiment remercier l'Union des entreprises de Guadeloupe, la FEDOM, pour cette invitation. Merci, monsieur le ministre. Merci à la brochette de présidents aussi, qui nous font l'honneur de cette invitation. Saluer l'ensemble des participants. J'ai vu beaucoup de gens. Il y a des confrères banquiers, des banques centrales, mais des chefs et des femmes chefs d'entreprise. Ça fait plaisir à voir. De voir aussi des agriculteurs. J'en ai aperçu quelques-uns que je connais, là, que j'ai croisés ces derniers mois en Guadeloupe. Donc à tous, bienvenue. Je vais essayer d'être extrêmement bref. D'abord, vous dire que ce que je dis, ce que je présente sur la Guadeloupe vaut aussi sur Saint-Martin et Saint-Barth, puisque l'agence que j'ai l'honneur de diriger avec une équipe d'une quinzaine de personnes ici couvre à compétence sur ces territoires et ces collectivités. Je voulais vous dire, si j'avais un mot en une seconde, là pour le coup, ça serait venez nous voir. Venez nous voir. On est installé à la Jaille. Vous voyez le carrefour là. Alors c'est pas très facile pour le passer, mais on est installé et on est à votre service. Alors on a dans nos équipes des gens qui sont profondément expérimentés, qui sont guadeloupéens de souche, expérimentés, qui connaissent ces territoires, qui ont des réseaux, etc., etc. Donc venez nous voir. Parlons d'entreprise. Alors on parle beaucoup aux élus, on parle beaucoup, vous le savez, aux collectivités. Moi j'observe depuis un an que je suis ici, qu'effectivement, on est assez connu sur la partie des collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas en parler et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. D'autant, monsieur le maire, merci d'avoir parlé de l'AFD, mais nous sommes en période de réserve, donc je vais m'en tenir là. Elle a commencé le 1er septembre. Je vois le SGAR qui me pointe un peu là-dessus. Peut-être on peut démarrer le diaporama que j'avais prévu de projeter rapidement. Donc, bienvenue dans les locaux de l'AFD et bienvenue dans toutes les AFD. Peut-être juste, on peut aller directement à la troisième. Voilà. Pour vous dire, juste rapidement, vous dire qu'on est présent. Alors, nous, on ne parle plus des Outre-mer. Nous, on parle des 3 océans parce qu'on considère qu'il y a des bassins régionaux dans chacun des océans et nous, on se positionne sur l'Atlantique. Alors, nous, notre ADN, elle est simple, elle est très simple. C'est le développement, mais le développement durable. Donc, si vous venez nous voir pour des projets qui vont polluer davantage,
vont pas économiser l'énergie ni l'eau, etc. Je pense que c'est pas la bonne porte. Mais si vous êtes acteur, et je sais que les entreprises le sont, pas seulement pour faire du greenwashing, elles le sont aussi par conviction, et elles le sont par conviction parce que derrière, il y a aussi des sujets de rentabilité des exploitations derrière les enjeux de développement durable. Le développement durable, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est aussi un enjeu économique et que les entreprises le portent. Donc nous, on se veut porteurs de ces objectifs de développement, de ces 17 objectifs que les Nations Unies et l'ensemble des pays du monde, ou à peu près, ont approuvés, quoi. Et ce qui nous intéresse aussi sur ces océans, c'est en fait d'essayer d'insérer le plus possible, d'approcher les territoires dans leur bassin régional et au-delà de leur bassin régional. Donc, s'il est parmi vous, et j'en ai croisé, des investisseurs guadeloupéens qui veulent, par exemple, investir à La Réunion ou à Madagascar, on peut aussi leur faciliter le travail, puisqu'il se trouve qu'on est présent à Madagascar et bien sûr à La Réunion. On peut avancer. Je vais aller à l'essentiel de ce qui vous intéresse. Là, vous voyez quelques éléments qui vous rappellent ce que représente l'AFD sur ces 3 océans. C'est 1 milliard d'engagements sur les océans au sens des départements et collectivités françaises. Et puis, c'est les États étrangers, vous le voyez, pour 500 et quelques millions. On peut passer. Vous montrer la représentation. Alors, il ne faut pas la prendre comme une photo fixe, puisque ça, c'est le bilan de l'année 2024, pour que vous puissiez voir la répartition des prêts du secteur public et du secteur privé. Il suffit qu'il y ait une opportunité importante sur un territoire, la construction d'un aéroport, d'un port, etc., pour que ces pourcentages puissent changer. En tout cas, c'est ceux que vous voyez sur l'année 2024. Et ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est l'importance que représente pour nous la Guadeloupe. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et Saint-Martin, la Guadeloupe, ça a été 150 millions d'euros d'engagement, engagement au sens de nouveaux financements. Alors, financement public et financement privé. Je vais en venir à ce qui vous intéresse, j'imagine le plus. On peut avancer, qui est qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises, quel financement on peut apporter aux entreprises. Alors voilà, je voulais vous présenter ça, c'est un peu brut et pas très amical à vrai dire, ce graphique, mais il vous montre notre intervention sur le secteur public. Donc ça, c'est tout ce qui est collectivité, EPCI, etc. Donc ici, on est partenaire de toutes les collectivités. On est partenaire du CIMEG, on est partenaire du SMGEAG, etc. Et que nous finançons à travers des prêts et qui ont pour certains l'avantage de pouvoir bénéficier de conditions de bonification. C'est-à-dire que l'État français, la Direction générale des Outre-mer du ministère des Outre-mer, nous alloue des enveloppes de subventions que nous pouvons incorporer dans les prêts et qui permettent, sur des projets qui répondent à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des objectifs de développement durable qui s'intéressent à des sujets de climat, de biodiversité, d'économie, de réduction, de dépollution, etc. Ceux-là, on a une grille climat, on les passe au scan de cette grille climat et on est en mesure de leur faire bénéficier de nouveaux de prêts qui ont des conditions financières adoucies. Et puis, évoquer aussi sur la partie publique les subventions qui aident beaucoup les collectivités sur de l'expertise, de l'appui, enfin ce qu'on appellerait du soft en mauvais français, et notamment d'assistance technique à travers les programmes d'assistance technique qui accompagnent les mairies et qui sont ces contrats de redressement qu'on appelle les quorums. Donc ça, c'est des subventions qui sont octroyées à l'AFD par le ministère des Outre-mer. Et puis il y a la partie secteur privé, où là, on a des prêts bancaires de long terme, on pourra y revenir, je vais compléter ma présentation. Et puis, le président Mariton, il faisait allusion tout à l'heure dans sa intervention initiale, on a ce sigle barbare que vous voyez, PSEE, ça veut dire prêt de financement des subventions d'État et européennes. Donc ça répond à un besoin qu'on a ressenti au niveau des collectivités, mais aussi des entreprises, qui permet de pouvoir bénéficier avant le versement de la subvention, de prêts de l'AFD qui relayent les subventions, qu'elles soient d'État, de différentes structures étatiques, ou qu'elles soient de l'Europe, quoi. Puis je signale, parce que j'en dirai un mot, le fonds de garantie qui concerne l'agriculture. On peut avancer. Pour détailler un peu plus donc, notre offre de prêt, d'abord pour dire qu'elle se veut subsidiaire et complémentaire à celle des banques. Donc on n'est pas là, moi je ne suis pas là en concurrence frontale avec ces messieurs.
qui sont à ma gauche, on est en complémentarité, on est en additionnalité, en subsidiarité. Ça veut dire qu'on laisse les banques faire d'abord leur métier et nous, on intervient en complément le cas échéant, en partage de risques. Donc on n'assure jamais la syndication d'une opération et on se limite souvent à 50% de son financement dans les conditions qu'on peut décrire au slide suivant, avec des durées qui sont variables, voilà, de 5 à 20 ans. Et l'idée, alors je sais que souvent ça soulève des discussions et je voulais dire qu'on a relancé le débat en interne de l'AFD. On était positionné sur des financements à 5 millions d'euros d'intervention minimum, parce qu'on est une banque d'investissement. Nous, on fait que de l'investissement. On n'accompagne pas la trésorerie, on n'accompagne pas les flux d'activité de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'était d'intervenir sur des projets qui ont une certaine taille critique pour précisément ne pas empiéter, ne pas marcher sur les plates-bandes, si on peut s'exprimer ainsi, des banques. En tout cas, ce débat sur les 5 millions, il n'est pas clos, puisqu'on a encore eu des échanges avec le siège de l'AFD à Paris la semaine dernière. Voilà. Donc, voilà le type de projet qu'on peut monter, encore une fois, en syndication avec les banques. Et là, vous retrouvez ce que je vous expliquais rapidement, mais on a de la documentation qu'on tient à votre disposition, qu'on pourra faire transiter par la FEDOM pour qu'elle vous soit servie, et qui présente dans le détail les grandes caractéristiques de ces prêts de relais de subventions d'État et européennes, avec des durées maximum de 5 ans, qui couvrent qu'une partie de la subvention, en général à hauteur de 80%. Voilà. Et donc les bénéficiaires sont aussi, et ça je veux le dire, les entreprises du secteur privé. Et on serait ravis, alors ça fonctionne très bien. En 2023, ça a été la moitié de nos activités sur la Guadeloupe, les prêts de préfinancement des subventions d'État et européennes. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup porté sur des collectivités locales ou des EPCI, donc on serait ravis d'en faire, on en fait, mais on serait ravis d'en faire plus pour les entreprises privées. Voilà, donc on peut juste pour rappeler aussi à l'attention des agriculteurs, moi j'ai une pensée profonde pour le territoire et l'agriculture. Je trouve que c'est un très beau territoire agricole et qui mérite effectivement qu'on y porte attention. Notre volonté avec l'équipe, c'est d'être plus présent dans l'agriculture. Et on a comme instrument ce fonds de garantie qui vise, alors là pour le coup, non pas des gros projets comme les prêts long terme que j'évoquais tout à l'heure, mais plutôt des petits agriculteurs sur des financements que vous voyez limités à 750 000 ou 1 million s'il s'agit de jeunes agriculteurs. Alors, je précise que ce ne sont pas des dispositifs de garantie pour les investisseurs, pour les agriculteurs, ce sont des dispositifs de garantie pour les banquiers. Donc, c'est ces messieurs qui peuvent en profiter pour encourager les banquiers à aller chercher un peu plus de risques qu'ils ne feraient avec ce dispositif qui leur assure effectivement en remboursement si d'aventure l'entreprise venait à rencontrer des difficultés, quoi. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un instrument incitatif pour encourager les banques à se porter sur ce secteur qui est un peu souvent le parent pauvre, qui est l'agriculture. Voilà, je vous remercie. Peut-être juste pour vous montrer la diversité d'acteurs, on ne les a pas tout pris, donc vous avez vu sur les photos la géothermie bouillante qui est le dernier grand projet. Et j'ai oublié de préciser, parce qu'il y était sur le stade, il y avait 3 lettres qui étaient PPP, et qui montrent aussi l'intérêt que peut présenter l'AFD pour vous. C'est que nous, on est en mesure, et on le fait dans beaucoup d'endroits du monde, je rappelle que l'AFD, elle est présente dans 165 pays dans le monde, un peu sur tous les continents, et que de là aussi, on tire une expérience qu'on peut mettre à disposition des 3 océans. Ces financements en partenariat public-privé, on est en mesure de les aborder des 2 côtés, c'est-à-dire à la fois par l'angle public et à la fois par l'angle privé, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez une diversité de projets, soutien au CHUG, soutien à la géothermie, soutien à la SEM-SAMAR et à d'autres acteurs du secteur privé. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps, mais j'ai fait le maximum. On a largement dépassé, mais c'était très intéressant. Donc, je passe la parole tout de suite à Stéphane Toiti, directeur de la BRED, et Jean-Luc Roustan, qui interviendra juste après, directeur de la CEPAC, sur l'offre de financement des banques privées, enjeux et défis. Et je vous propose ensuite de passer le micro dans la salle pour les questions éventuelles que vous auriez. Alors moi, je ne vous ai pas donné de slide, et je pense que ça va me garantir d'essayer d'atteindre le délai auquel nous sommes de plus en plus contraints. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation.
C'est un vrai plaisir de pouvoir évoquer ces sujets-là. Et je ne vais pas repasser le catalogue de l'offre. On peut rapidement donner quelques items, bien entendu. Mais je voudrais beaucoup évoquer que le fonctionnement des petites entreprises et un peu plus importantes entreprises sur le territoire, il est beaucoup lié à des choses qui sont intangibles. On sait les difficultés de nos territoires, les aléas, les importations, l'insularité, bien entendu, la difficulté à trouver des ressources humaines, et puis très souvent, bien entendu, des démarrages d'activités avec des fonds propres insuffisants qui vont vite faire que les entreprises vont se heurter à des difficultés dès lors qu'il faudra passer certains caps. Des difficultés pour les entreprises auxquelles nous essayons de pallier, bien entendu, par divers mécanismes, mais qui nécessitent, comme je l'ai déjà entendu, il y a plein de sujets qui ont résonné positivement tout à l'heure, des chefs d'entreprise organisés, engagés, convaincus, convaincants, qu'on travaille également les sujets de conformité et qu'on puisse avoir la vision la plus alignée pour bien travailler ensemble. Parce que les financements, vous les connaissez, que ce soit les découverts, que ce soit les crédits de trésorerie, que ce soit les crédits moyen ou long terme d'investissement, de crédit bail, mobilier, immobilier. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est comment on peut s'organiser pour contribuer au territoire. La BRED, ce sera les seuls chiffres que je vais vous donner. La BRED ici, c'est 250 personnes avec les îles du Nord. C'est 600 personnes si on inclut Martinique-Guyane. C'est 900 personnes avec la Réunion. On est présent aussi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Afrique, plus récemment à Madagascar, comme c'était mentionné à l'instant, et pas mal d'implantations aussi en Europe, et une vraie volonté d'accompagner la multiterritorialité aussi pour ceux qui ont cette ambition et cette capacité, bien entendu. Alors, pour ça, pour nous, ce qui est primordial, c'est l'aspect ressources humaines. Le sujet, c'est que pour qu'on puisse accompagner un entrepreneur, il faut qu'on soit en mesure de le comprendre, il faut qu'on soit en mesure de l'aider, de le conseiller, de le réorienter, de savoir lui dire non pourquoi. Et à ce titre, la formation est essentielle. Sur tout ce staff dont je vous ai mentionné, rien qu'en Guadeloupe, on a une 60aine de personnes dédiées aux entreprises de toute taille. Il y a un investissement en formation qui est régulier, qui est récurrent, que ce soit pour des raisons de réglementation ou de technique tout simplement. Et puis il y a des gens qui changent de fonction, il faut les former. Moi, je leur demande d'être disponible, accessible, d'être prompt et d'être éclairant pour nos équipes. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais on progresse. Et je pense que c'est ça. On parle beaucoup de banque digitale. Pour moi, la différence, elle se fait sur l'humain. Et la prise en charge des dossiers, la compréhension de vos dossiers. Ensuite, on a des outils, bien entendu. On a même une société de cautionnement en interne qui va venir permettre de valider des dossiers, c'est-à-dire qu'on va financer ces dossiers et nous-mêmes allons les garantir, mais on a un comité de décision qui est indépendant, qui est fait de chefs d'entreprise qui pourraient être dans cette salle ici, par exemple, et on se réunit régulièrement pour accompagner certains dossiers. Les partenariats avec les chambres de commerce, avec les associations professionnelles, on contribue, on participe à des ateliers de formation, de présentation aux chefs d'entreprise, des ateliers pour vous aider à faire vos business plans, à les ajuster, à travailler aussi sur du mentorat, pourquoi pas. Donc avec tout ça, on a un écosystème qui est vaste, on discute beaucoup, il faut que vous le sachiez, entre banquiers privés, banquiers privés et publics, on parlait des BPP, on a mentionné la géothermie tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus, ça c'est l'énorme projet, mais on le fait aussi sur des choses qui sont bien plus mesurées pour permettre, également avec la BPI, qui est un acteur majeur, que ce soit en cofinancement, en contre-garantie, pour trouver des solutions. Et chacun a son catalogue, son offre, et si on se donne la peine, on trouve les solutions. Le sujet des subventions qui est important, et le préfinancement des subventions, il est partiel, il est coûteux, et très coûteux. Et c'est vrai que moi, je peux qu'implorer régulièrement les donneurs d'ordre de pouvoir les mettre à disposition. On est déjà sur des dossiers qui sont très complexes. Je ne reviens pas sur les complexités, les formalités. Dès lors que ces dossiers sont complexes, on devrait voir arriver l'argent. Parce qu'à la fin, nous, on porte ces financements, on peut les proroger,
Mais au final, ça coûte très cher à l'investisseur et ça peut même avoir un effet inverse. Voilà. Et puis mener parfois à la défaillance, le cas échéant. Ça, c'est l'impact le plus critique. Voilà. Notre rôle, c'est aussi de mettre en relation. On est au cœur de l'économie. On connaît beaucoup d'entreprises, on connaît beaucoup d'entrepreneurs. Notre métier, c'est pas simplement de faire du crédit. Et c'est ce qu'on souhaite faire en permettant de mettre en relation, de faire le lien entre certaines activités, certaines informations, en gardant la confidentialité, bien entendu, autant que nécessaire. Ça permet de détecter des opportunités, de mutualiser des ressources aussi. Voilà. Et ça, c'est notre métier. On est des banquiers du territoire. Voilà. Et faire progresser le territoire, c'est ça. Après, on a nos outils, on a nos contraintes, on a l'argent qu'on peut mettre à disposition, les garanties qu'on peut prendre, mais le sujet, il est là. Et parmi les entreprises les plus conquérantes, les plus en développement, après, on a un réseau international, plus ou moins international, ultramarin international. Ça veut dire qu'on est sur place, on a les mêmes procédures, on a la même offre, on connaît les marchés, on connaît les acteurs, on a même parfois des clients communs. Donc, on peut accompagner dans ces démarches, au-delà des typologies de financement, que ce soit du CREDOC, du financement de prospection ou autre. Voilà. Donc notre rôle, c'est d'aider ces entreprises, de vous aider à passer des caps, que ce soit ici, que ce soit plus loin, que ce soit pour des petites entreprises ou des plus importantes. Et s'il faut, on va aller structurer de la dette, on va donner du conseil, du vrai conseil, et puis on ne s'interdit pas de temps en temps, parce qu'on est sur du temps long pour le territoire, d'entrer au capital. Voilà, pour accompagner ce territoire sur la durée. Voilà. Donc je pense qu'avec un bon accompagnement, et j'insiste vraiment sur la partie humaine, la compréhension de nos dossiers, de vos dossiers, il y a plein de solutions financières adaptées. Bien sûr, il y a des contraintes. Voilà. Vous êtes les porteurs de vos projets. Mais avec ça, et un bon chef d'entreprise convaincu, on va avoir des belles entreprises, on va avoir un territoire qui va se développer. Et si le territoire se porte bien, la banque pourra encore plus l'accompagner. Voilà ce que je voulais vous dire. Parfait, vous nous avez permis de rattraper 1 minute. Je passe la parole à monsieur Jean-Luc Roustan, directeur de la CEPAC. Alors bonjour à tous, très content d'être avec vous. Alors je crois qu'on a explosé les compteurs et qu'il faut qu'on ait quand même un petit peu de temps pour les échanges. Alors je vous demande de l'indulgence sur des slides. On va passer très très rapidement sur les slides. L'idée, c'est peut-être de vous donner une idée globale de la CEPAC et de la Caisse d'épargne, puisque vous avez la chance d'avoir des établissements bancaires solides en Guadeloupe financièrement. Alors je ne vais pas vous fatiguer avec trop de chiffres, simplement vous dire qu'on est un établissement significatif. On est la 2e caisse d'épargne de France, avec plus de 3000 collaborateurs, de nombreux centres affaires. Alors en Guadeloupe, vous avez 2 centres affaires, un centre affaires qui est dédié aux PME et ETI, puis vous avez un centre affaires sur les marchés spécialisés, donc sur le secteur public, puisqu'on est un intervenant très important sur le secteur public, certains dans la salle le savent, sur les professionnels de l'immobilier, puisqu'on travaille avec les marchands, lotisseurs, promoteurs, sur les associations, on est aussi une banque d'associations, donc on essaie de développer ce secteur d'activité le plus possible en Guadeloupe. Voilà, donc notre organisation fonctionne, elle est bien installée. C'est le fruit à la fois de l'implantation ancienne de CEPAC sur le territoire et aussi le rachat de la BELAF, la Banque des Antilles françaises, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Alors, je vous épargne la taille de bilan. Voilà, bon, si on peut passer, voilà. Je vais très très rapide. On peut dire, pour résumer, 1 habitant sur 4 est client de la Caisse d'épargne CEPAC sur nos territoires, en moyenne, et une entreprise sur 3. En ce qui concerne Guadeloupe, Île du Nord, on est sur des parts de marché entre 16 et 25%. Voilà ce que je peux vous dire. On est une banque effectivement coopérative avec 325 000 sociétaires, une société locale d'épargne, on tient beaucoup à ce modèle. Alors je passe, alors effectivement, vous voyez, on a une couverture géographique à la fois bien sûr sur la métropole, dans le quart sud-est de la France, région Aix, Marseille, les Alpes, la Corse. Et puis on a une particularité dans le groupe Caisse d'épargne, on a une présence dans l'outre-mer, donc avec 2 grands pôles, on va dire, le pôle Antilles-Guyane, donc avec une présence Guadeloupe, Île du Nord, Martinique, Guyane. On a un petit satellite à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ancienne banque de Saint-Pierre-et-Miquelon que nous avons repris il y a plusieurs années.
Et bien sûr, on a une présence très forte sur l'île de la Réunion, avec le rachat il y a quelques années de la Banque de la Réunion, qui est un acteur majeur sur l'île. Voilà. Voilà. Donc, sur ce qu'on peut retenir très simplement, distribution de crédit annuel de la Caisse d'épargne CEPAC, et c'est important pour les acteurs économiques que vous êtes. On distribue chaque année 6 milliards d'euros. C'est à peu près ça dont on parle. Notre business, il est situé, on va dire, 70% sur la métropole, 30% sur l'outre-mer. Alors ça veut dire qu'on est un acteur majeur, à la fois sur le secteur privé, aussi sur le secteur public. On en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure. On va sur la prise de participation. Donc on a une centaine de participations actives aujourd'hui, généralement minoritaires. Voilà. On travaille aussi sur les financements structurés. On a une cellule d'ingénieurs qui s'occupe des ENR. On est le deuxième acteur français sur le financement des énergies renouvelables. C'est quand même une spécificité de la CEPAC, il faut le savoir. Donc vous avez en fait un outil ici au niveau de CEPAC qui vous permet de répondre à l'essentiel des besoins que nous pouvons avoir. Et là où j'insiste, et c'est très important, on n'est pas une filiale. Ici, vous avez en direct des gens qui sont formés de la même façon qu'en métropole. C'est nos agents qui se déplacent, qui viennent, ou qui sont des locaux et qui font leur carrière en Guadeloupe, mais ils sont formés exactement de la même façon que quelqu'un qui travaille à Aix ou à Marseille. Comité de crédit, pour être très concret, on prend 70-75% des décisions localement. Si le dossier doit remonter en comité, c'est le même circuit qu'un client qui serait sur Aix ou Marseille. Il n'y a pas de spécificité ultramarine par rapport à ça. Je suis très clair avec vous sur ce sujet-là. Donc on a un comité toutes les semaines qui se réunit pour prendre les décisions sur les dossiers les plus significatifs. Que vous soyez client des Alpes, d'Aix ou de Guadeloupe ou de Martinique ou de Guyane, le process est le même. Les analystes sont les mêmes. La trame est la même. Voilà. Le pricing, on en a parlé tout à l'heure. Et je remercie nos amis de l'IEDOM de rétablir quand même un sujet. C'est que, effectivement, et je suis bien placé pour le savoir, et certains d'entre vous le savent très bien dans la salle, le prix des crédits que nous faisons ici, il n'est pas supérieur à celui de la métropole, voire même inférieur, parce qu'on est sur des petits marchés, on est sur des îles, avec des intervenants qui sont très bien identifiés, avec lesquels on a envie de travailler. On fait des efforts, et c'est vrai qu'on arrive à être très compétitif au niveau du pricing. Alors il y a un autre sujet aussi qu'on a évoqué, sur lequel je me permets de rebondir, et je remercie les intervenants précédents, c'est sur la collecte. Donc effectivement, on sait qu'il y a de la collecte, on est une banque régionale, et donc on insiste toujours auprès de nos clients pour qu'ils nous confient leur collecte, leur compte à terme, leur dépôt à vue, parce qu'on s'en sert, nous, après, pour recycler dans l'économie locale. Et c'est très important dans notre modèle. Voilà, on a trois, on va dire, objectifs stratégiques pour les 4-5 ans qui viennent. On développe 3 activités en particulier. Un pôle immobilier très fort. Donc on est un acteur très important de l'immobilier, mais au sens large, c'est-à-dire le financement des entreprises, le financement des particuliers, le financement du logement social. Il faut savoir que CEPAC aussi est un intervenant important. Nous gérons plus de 100 000 logements sociaux en direct via notre filiale Erilia, il faut quand même le dire, et nous sommes présents dans les principales structures du logement social en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane, au conseil d'administration souvent avec des participations minoritaires, et sinon dans tous les cas en tant que banquier. Voilà. Donc le logement pour nous c'est quelque chose de fondamental. La santé, donc je le précise aussi, nous sommes avec un taux de pénétration de 100%. Tous les hôpitaux publics sont clients de CEPAC. Donc nous les accompagnons et ça permet effectivement de poursuivre les grands projets liés à la santé dans le territoire. Et on essaie de se développer le plus possible sur la santé privée. C'est un de nos axes prioritaires. Troisième axe, et ce sera le dernier, c'est les ENR dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un sujet stratégique avec une équipe d'ingénieurs sur Marseille qui est à la disposition des clients. Donc c'est pas compliqué. Si on a un projet particulier un petit peu structurant, on fait une visio avec nos amis qui sont en métropole, et si nécessaire, ils se déplacent aussi pour venir et pour participer. Voilà les 3 grands sujets qui nous occupent. Et on peut passer. Si on peut passer. Voilà, donc on est une banque universelle, très engagée. On essaye d'aider les territoires et on est un employeur responsable, je le confirme, effectivement, avec beaucoup d'emplois dans l'outre-mer, puisque ça représente à peu près, on dit d'arrêter, 30% de nos effectifs. On peut passer le slide suivant. Voilà. Et voilà, le timing est parfait. Donc, merci. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a une question dans la salle, en haut à droite, tout en haut. Et bien évidemment, si le président Mariton veut rebondir, interpeller, poser une question.
À droite. Bonjour, Vanessa Lièvre du groupe Sixte. On n'entend pas. Alors, Isabelle Michel-Gabriel m'a demandé d'intervenir pour parler du cas concret des entrepreneurs. Et tout ce que j'ai entendu jusque-là fait effectivement écho à ce qu'on vit au quotidien, les défis que doivent affronter les chefs d'entreprise, outre la lourdeur, les lourdeurs administratives, le climat anxiogène dans lequel on est, l'instabilité. Certains d'entre nous essayent d'investir quand même. Et là, je voudrais parler spécifiquement d'un sujet FEDER. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Toiti, du préfinancement. Encore faut-il avoir la notification du FEDER avant de toucher quelque chose. Nous avons introduit un projet en 2021, qui est un projet très novateur d'éco-concession. Ce serait la 5e au monde, la 2e en France. Le projet a plu à la région, a plu à la mairie de Bamako, était présenté au FEDER. On a présenté donc en juillet. On nous a expliqué qu'il fallait attendre, que l'enveloppe était terminée, qu'il fallait ouvrir une nouvelle enveloppe. Ça s'appelait l'enveloppe 2021-2027. Notre première demande a pu être déposée en août 2023. Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune notification. Je fais des allers-retours. En attendant, nous avons dû avancer sur le projet puisqu'on a loué un terrain, on s'est engagé vis-à-vis des entrepreneurs. Le projet total fait 4 millions que nous avons dû décaisser de notre propre trésorerie. Nous avons essayé d'alerter le FEDER sur le sujet en disant écoutez, ça commence à devenir compliqué. Heureusement que nous sommes un groupe solide et avons une trésorerie, mais je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer. En l'absence de réponse, on a fait appel à nos banquiers, en l'occurrence M. Roustan, que je remercie encore, qui a accepté de nous aider sur une partie. Mais nous sommes toujours au point de départ et le projet se termine dans 2 mois. Donc la Guadeloupe aura une magnifique éco-concession, mais nous n'avons toujours pas avancé et nous n'avons aucune réponse de personne. Donc je me dis, comment font les entrepreneurs qui n'ont pas cette trésorerie? Comment on arrive à créer de l'emploi? La conclusion, c'est qu'on a dû suspendre toutes les créations d'emplois. Le même projet était prévu Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et nous avions d'autres projets. Et à ce jour, tous les projets sont à l'arrêt. Justement parce qu'on ne peut pas avancer sur le dossier en question. Donc ma question était comment on peut faire pour, dans un climat où j'entends que l'enjeu est la création d'emplois, vous avez une société qui fait de l'écologie, qui propose un projet écologique, qui crée de l'emploi, qui est novateur, et qui n'arrive pas à aller au bout de ce projet et qui se retrouve à suspendre la création d'emplois du fait de la non-réponse du FEDER. Voilà, merci. Alors, avant de passer la parole à Madame Julan, qui s'occupe apparemment de ce service, Monsieur Toiti peut rebondir sur les problèmes concrets d'autres clients que vous autour de ces questions. En synthèse, votre sujet est un cas régulier du développement de l'économie qui bénéficie de beaucoup de subventions que nous prenons en compte dans les plans de financement, mais sur lesquels nous sommes exigeants aussi, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes, il y a des difficultés auxquelles manifestement vous vous exposez de manière assez extrême sur des montants qui sont très conséquents. Et je parlais tout à l'heure de dossiers bien bordés, bien cadrés, dès le départ autant que possible. Nous, banquiers, on va parvenir à préfinancer 60, 70, 80%. Il n'y a pas forcément de règles. Chaque dossier est distinct. Et on sait, et on le dit d'ailleurs aux entrepreneurs, que le délai sera plus long. Donc c'est aussi déjà à prendre en compte en termes de coûts financiers, en termes de rentabilisation du projet, avec un risque que ça déborde, et que si ça déborde trop par nos propres obligations financières, à un moment, on soit en mesure de déclarer une forme de déchéance du terme et de compliquer d'autant plus la vie, ce qu'on ne souhaite pas. Donc on proroge, et je parlais de collectif tout à l'heure pour arriver à résoudre ces sujets-là.
Le collectif, c'est les entrepreneurs, c'est les associations professionnelles, c'est les acteurs publics, c'est nous banquiers, et de parvenir à échanger pour extirper un dossier qui est compliqué. Voilà. Il y a... Oui, alors le positionnement que nous avons, déjà on est content dans certains cas puisque ça nous permet d'intervenir, donc d'un point de vue peut-être uniquement bancaire, donc merci Vanessa pour la question. Et plus globalement, la façon dont nous intervenons, c'est qu'on essaie d'être aux côtés des chefs d'entreprise. En fait, on suit des chefs d'entreprise, on suit des trajectoires. Moi, ce qui m'intéresse dans un dossier, c'est de voir le chef d'entreprise, pouvoir discuter avec lui, il m'explique sa stratégie, ses problèmes. Et après, je dirais la cuisine, nos histoires de mobilisation et autres, on essaie de trouver des solutions. Après, il ne faut pas que ça dure non plus des années, mais globalement, on arrive quand même à accompagner les sujets, à accompagner les clients. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité de la discussion avec les chefs d'entreprise. Moi, j'aime bien avoir des chefs d'entreprise structurés, qui ont une vision de leur entreprise, qui peuvent expliquer leur stratégie, qui peuvent donner, si on en a besoin, des prévisionnels de trésor, des BP, des choses comme ça, qui nous nourrissent, qui nous permettent de savoir pourquoi on fait les choses. C'est vraiment ça qui est important dans notre métier. Et à partir du moment où on a une conviction sur un champ d'entreprise, on le suit, quoi. Voilà. Et après, il y a des difficultés, on fait face et on trouve des solutions. Mais pour des dossiers de qualité, pour des entrepreneurs qu'on a envie de suivre, on trouve toujours des solutions. Toujours. Oui, je me permettre d'intervenir, alors non pas sur le cas qui ne concerne pas directement l'AFD, mais juste pour rappeler qu'effectivement nous aussi on est dans ces logiques, je l'ai exposé, de préfinancement. En fait, ce que j'observe et qu'on a essayé de faire modestement, c'est que dans ces affaires compliquées de subventionnement, par définition, tout ça est multi-acteurs. Donc il y a l'entreprise qui va en bénéficier, il y a l'Europe, il y a la région qui est organisme gestionnaire, il y a le banquier. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, et je voulais d'ailleurs saluer l'excellente relation qu'on a avec les services de la région. Nous, depuis quelques mois, là, on a fait vraiment de gros efforts avec l'équipe de Madame Julan. L'idée, c'est vraiment de se parler, de comprendre quelles sont déjà les demandes que nous avons, comment la région les a reçues, les a perçues, les a traitées ou pas, ou compte le faire. Enfin, voilà. Discuter entre acteurs pour qu'on n'ait pas des maillons séparés, mais qu'on ait vraiment des maillons qui clipsent les uns aux autres et qui constituent ce qu'on appelle tout bêtement une chaîne. C'est juste de la coordination, c'est tout bête. Ça coûte un peu de temps en réunion, encore plus de réunions, mais néanmoins, ou de visio, mais c'est preneur et c'est positif. Et c'est ce qu'on va essayer de pratiquer le plus possible pour que, effectivement, on n'arrive pas comme ça sur des situations d'impasse qui sont regrettables pour l'argent qui était destiné à la Guadeloupe et qui finalement, enfin, c'est pas ce que je suis en train de vous souhaiter, hein, mais qui n'aboutit pas, et ça, c'est vraiment regrettable, quoi. Voilà. Oui, Madame Julan. Bonjour à tous. Vous êtes directrice déléguée Europe au Conseil régional de Guadeloupe, donc en charge des fonctions d'autorité de gestion. Donc je rebondis, je remercie Monsieur Schoss pour la transition. Effectivement, ce que nous avons pointé, donc depuis 2014 que nous sommes autorité de gestion, donc nous avons le recul d'une période de programmation. Donc c'est la nécessaire coordination avec les partenaires financeurs privés, qui n'ont néanmoins pas les mêmes critères que nous pour l'octroi de prêts, mais qui sont absolument indispensables pour préfinancer ces subventions. Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre l'a dit, le temps de l'administration n'est pas celui du partenaire privé, et c'est pour ça que ces partenariats sont essentiellement importants. Nous avons tout un tas de critères d'analyse d'éligibilité. Nous sommes soumis à nombreux audits maintenant, même pendant l'instruction des dossiers, qui font que le temps de l'instruction d'un dossier FEDER ne va pas être celui du temps de l'instruction de ce même dossier au niveau du secteur bancaire. Et donc, cette interconnexion qu'on a déjà mis en place avec certaines banques, mais aussi, surtout avec des organismes comme l'AFD, porte ses fruits aujourd'hui, et on va s'attacher à les développer. Néanmoins, sur cette nouvelle programmation, donc la 21-27, donc je l'ai dit, hein, l'administration a ses écueils. Les programmations européennes démarrent toujours 2 ans après la date officielle. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent aux entreprises donc, de prédéposer leurs opérations. Donc, c'est le cas de la personne qui est intervenue et qui, dans le cas où le dossier aboutirait à une instruction positive de notre côté, préserve les dépenses que les porteurs de projets ont dû faire.
Donc là-dessus, alors maintenant, on parle beaucoup de simplification. J'ai envie de vous dire que les choses n'iront pas forcément en s'améliorant. Je sors à l'instant d'une réunion avec la Commission européenne et la NCT, donc, qui est un organisme qui coordonne les fonds européens en Guadeloupe. Et on nous dit aujourd'hui qu'on se dirige vers des choses sur le post-2027, donc en 2028-2034, on se dirige sur des choses où on serait remboursé des fonds européens, non pas sur de la dépense justifiée, mais sur des indicateurs atteints. Donc voilà. Donc nous, ça nous inquiète beaucoup aussi. Toutes les autorités de gestion, les conseils régionaux de France, avec Région de France, ce sont des sujets sur lesquels on va se battre. Mais j'ai envie de vous dire que le message que nous envoie la Commission européenne, voilà, donc soyons pragmatiques. Monsieur Schoss l'a dit, nous on travaille avec les partenaires privés. Au cas par cas, mes collaborateurs rencontrent les banquiers. Au cas par cas, on sait rassurer un banquier sur l'issue favorable d'un dossier, même s'il n'a pas une notification. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on soit pragmatique pour pouvoir rassurer en tout cas le monde économique sur ce sujet. Très bien, merci pour ces précisions. Je pense que vous pourrez entrer en relation avec l'intervenante. On va changer du coup de plateau et passer maintenant à l'accompagnement des entreprises par la BPI. Donc j'appelle Marjolaine Sarkis-Bordelais, chargée d'affaires du financement BPI. L'accompagnement des porteurs de projets par le réseau Entreprendre, présenté par Lynn Charles-Hélène, directrice du réseau Entreprendre Guadeloupe. Les outils financiers distribués par le réseau France Active, Dominique Virassamy, président de France Active Guadeloupe. Et enfin, Philippe Bèche, courtier sur l'offre assurantielle. On est au complet ? Et donc, oui, je passe tout de suite la parole à Madame Marjolaine Sarkis-Bordelais sur l'accompagnement des entreprises par la BPI. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter BPI France, qui est la banque publique d'investissement. C'est une banque qui appartient à l'État à 50% et à la Caisse de dépôt et consignation à 50%. On est une banque uniquement d'entreprise. On ne finance pas du tout les collectivités ou même les particuliers. Donc, BPI France, c'est une banque qui soutient donc, l'économie française et accompagne et finance les sociétés depuis la création jusqu'à l'internationalisation. Donc, il existe tout un continuum. D'accord. J'avais prévu une présentation pour vous, donc bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Alors, on a différents dispositifs, donc tout un continuum de dispositifs qui permettent à des entreprises, à toute étape de leur vie, de pouvoir justement disposer de solutions et vraiment de services pour pouvoir les accompagner au plus près de leurs projets. Donc, je pense notamment à l'innovation. Si vous avez des projets qui sont innovants pour le territoire et qui aussi rentrent dans tout ce qui est soutien à la souveraineté, tout comme la réindustrialisation ou tout ce qui a trait à la transition écologique et énergétique, voilà, ce sont des notions qui sont importantes pour nous et qui demandent aussi de pouvoir subventionner des frais de recherche et développement importants. Donc l'innovation est vraiment on va dire, une thématique très importante pour BPI France. Nous avons également tout ce qui touche à la création. Donc, si vous êtes aux prémices d'une idée à développer, nous avons CapCréa, qui est un réseau d'organismes, dont Réseau Entreprendre, représenté par Lynn Charles-Hélène, qui permettent justement de vous aider à obtenir des prêts d'honneur qui sont nécessaires pour pouvoir créer des effets de levier, surtout quand vous commencez, vous n'avez pas forcément beaucoup de capital. Et on a un site BPI France Création qui est assez bien fait sur le sujet, et qui permet justement de démystifier tous les sujets en termes d'études de marché, de business plan, etc. Donc j'invite vraiment les porteurs de projets à pouvoir se connecter et s'y rendre. On fait du cofinancement. J'insiste sur le fait que c'est du cofinancement parce qu'on ne finance jamais seul. BPI France n'est pas une banque de flux, vous n'ouvrirez jamais un compte chez nous, vous n'aurez pas de RIB. C'est vraiment une banque d'investissement. Quand je dis cofinancement, c'est-à-dire qu'on est toujours en complémentarité avec les banques de la place, qu'on
si bien dit mes partenaires bancaires, la CEPAC et la BRED auparavant. On est là pour pouvoir vraiment accompagner, non pas forcément sur des encours, mais sur vraiment un projet dans sa globalité et de boucler un plan de financement, les entreprises qui ont des projets de développement. Donc on a aussi du financement court terme, notamment pour tout ce qui est lié à des entreprises qui sont sujettes à des délais de paiement trop importants de leurs créanciers publics et des grands donneurs d'ordre privés. Notre ligne d'AI est vraiment d'utilité publique parce qu'elle permet, la ligne Avance Plus, permet vraiment de pallier à des tensions de trésorerie, notamment en mobilisant des créances. C'est-à-dire que vous nous mobilisez vos factures et en face, on vous donne la trésorerie. Et ça vous permet justement, au lieu d'attendre des délais qui sont trop longs, d'avoir le cash en direct. Donc aujourd'hui, on est vraiment une banque vraiment positionnée sur ce dispositif qui est très important. Ensuite, on a des dispositifs aussi qui sont en lien avec la garantie. On garantit nos banques partenaires dans le cadre de projets de leurs clients. C'est-à-dire que, en plus des garanties usuelles que la banque vous demande, tout ce qui est caution, nantissement de parts sociales ou nantissement de fonds de commerce, etc., BPI France, on peut être appelé aussi en tant que cautionnaire du financement pour pouvoir couvrir le risque à 100%. Donc d'ailleurs, la CEPAC et la BRED sont nos clients les plus importants en utilisant la garantie et ça permet justement d'être moins frileux sur des projets et de s'assurer qu'avec la caution de BPI France, on peut vous apporter un financement à 100% garanti. J'avais aussi envie de vous parler de notre nouveau dispositif qui existe depuis 2 ans, qui est le conseil. On s'est rendu compte que les entreprises, en termes de financement, d'accompagnement financier, elles étaient plutôt au courant, puisque grâce notamment à notre séminaire aujourd'hui, vous êtes vraiment sensible à tout ce que les banques de la place font, etc. Mais on s'est rendu compte aussi que les entreprises, en tant que gérants, étaient souvent seules. Face à leur gestion, etc. Et n'avaient pas forcément de fil de conducteur pour se dire voilà, sur quelle stratégie je dois aller, etc. Donc on a une direction du conseil qui permet, grâce à des dirigeants expérimentés, mais aussi des formateurs qui sont issus de grandes écoles de commerce, de pouvoir vous accompagner sur des thématiques diverses et variées, telles que la transmission d'entreprise, la gouvernance, la logistique, les RH, voilà. Et ça, c'est un métier qui nous est cher aussi parce qu'on se rend compte que c'est important de se sentir accompagné, d'où cette direction des conseils qui a été mise en place. En quelques chiffres, pour illustrer mes propos, on a eu cette année à clôturer un programme d'accélérateur avec 5 sociétés issues des Antilles-Guyane. Pour les Antilles, on a pu accompagner SNR, Dame Besson, le groupe René, etc., Cap Créole, dans le cadre justement de leur développement. L'accélérateur, comme son nom l'indique, c'est une promotion d'entreprise pour leur permettre d'accélérer un peu plus leur stratégie. Donc pendant 12 mois, ils ont pu être accompagnés grâce à Kedge School et HEC sur des problématiques qui leur sont très chères et aussi de pouvoir créer un réseau et s'assurer de pouvoir, entre eux, créer des synergies ou même s'assurer de pouvoir justement grandir un peu plus par rapport à des axes de progression qui étaient vraiment importants pour eux. Ensuite, en termes de chiffres, je pourrais vous dire, lorsque j'étais censée m'aider de ma slide que je n'ai pas, et je vous avoue, je n'ai pas appris les chiffres par cœur, mais on a accompagné 550 entreprises l'année dernière, dont la géothermie, comme l'ont précisé mes collègues, dans le cadre de sa décarbonation. Ensuite, on a réalisé 100 millions, on a autorisé 100 millions d'encours sur les Antilles-Guyane en termes de cofinancement. Donc, c'est dire qu'on accompagne vraiment les sociétés de toute taille, qu'elles soient des TPE jusqu'aux ETI, quel que soit le secteur d'activité, que ça soit vraiment la restauration, que ça soit le conseil, que ça soit le BTP, les travaux publics. Ce sont des secteurs qui restent sensibles, mais qu'on accompagne. Et sincèrement, allez sur le site BPI France. Il est assez bien fait et vous pourrez trouver des informations intéressantes. Et bien sûr, je reste disponible personnellement
personnellement, mais aussi au travers de la boîte mail guadeloupe@bpifrance.fr. Si vous avez toutes questions nécessaires, il ne faut absolument pas hésiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc tout de suite, on passe à Madame Charles-Hélène, directrice du réseau Entreprendre, qui va nous parler de l'accompagnement des porteurs de projets par le réseau Entreprendre. Je sais pas si ça marche. Bonjour à tous. Normalement, j'ai un petit film également à passer. Je ne sais pas si c'est... Oui, on va le mettre juste après, je pense. Oui, d'accord. Merci. En tout cas, merci à l'UDA-MIDEF et à la FEDOM pour cette invitation. Donc moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une association qui œuvre pour l'émergence des projets en Guadeloupe, pour l'entrepreneuriat en Guadeloupe. C'est une association de chefs d'entreprise. Donc la mission est d'accompagner les porteurs de projets qui veulent créer, reprendre ou développer une entreprise. Donc c'est un accompagnement d'abord humain. Donc ce sont des chefs d'entreprise qui, sous forme de mentorat, challenge des porteurs de projets pendant 24 à 36 mois. Donc l'idée sous forme de rencontres mensuelles et de clubs de lauréats, comme on dit chez nous. Et c'est également un accompagnement financier, puisqu'on est là aussi pour parler de finances. Un accompagnement financier par un prêt d'honneur. Donc c'est un prêt à taux zéro pour permettre aux porteurs de projets de renforcer ses fonds propres. On sait que la problématique aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de fonds propres pour aller voir le banquier. Donc l'idée est de renforcer ce que le porteur de projet a, soit en capital ou en compte courant d'associé, pour l'aider ensuite à aller séduire donc le banquier et clôturer son plan de financement. Alors, Réseau Entreprendre travaille en collaboration avec la BPI, puisque ces prêts d'honneur qui sont à taux zéro sont garantis par la BPI, mais et également opérateur BPI, puisque nous avons 2 produits que nous proposons à nos porteurs de projets. Donc, il s'agit de cofinancement BPI. En dehors donc de ces prêts d'honneur, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prêt d'honneur doit être couplé à un prêt bancaire. Donc nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires bancaires, tels que la BRED, Stéphane en a parlé tout à l'heure, mais également avec la Caisse d'épargne. Donc en termes de financement, ces prêts d'honneur couplés à un prêt bancaire devraient permettre justement à un porteur de projet de faire émerger donc son activité. Alors, en dehors du prêt d'honneur, nous, ce qu'on met en avant à Réseau Entreprendre, c'est surtout l'accompagnement humain. On en a parlé tout à l'heure. Pour qu'un dossier puisse être validé, analysé correctement par un banquier, par un opérateur tel qu'Initiative Guadeloupe, Réseau Entreprendre ou même par la BPI, il faut qu'il soit bien ficelé. Pour qu'il soit bien ficelé, il faut que ce porteur de projet aussi sache se faire entourer par des experts comptables, s'il a la possibilité. Mais nous, à Réseau Entreprendre, on l'aide justement à parfaire son prévisionnel, son business plan, pour qu'ensuite il puisse le présenter au banquier. Alors l'idée, c'est justement de le challenger, de l'aider en tout cas une fois qu'il est passé, on va dire, à la moulinette Réseau Entreprendre, que le dossier a été validé chez nous. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir lui donner la boîte à outils pour piloter par la suite son entreprise et avoir, on va dire, les bons clignotants pour quand il va voir son banquier, il sait exactement où il en est, il sait de quoi il parle. Donc voilà, pour parler un petit peu de l'accompagnement du réseau. Et je ne vais pas être plus long puisqu'on avait prévu de passer un film et je crois qu'après, ça va faire les 7 minutes. Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous deveniez acteur de la réussite entrepreneuriale en Guadeloupe? Bienvenue dans l'univers de Réseau Entreprendre Guadeloupe, une communauté engagée au service de la réussite entrepreneuriale sur notre territoire. Réseau Entreprendre Guadeloupe, c'est bien plus qu'un réseau, c'est une aventure humaine, collective et engagée au service de la réussite des entrepreneurs. Nos missions sont simples mais puissantes. Détecter les porteurs de projets, les accompagner humainement, favoriser la création d'emplois durables et faire rayonner l'entrepreneuriat en Guadeloupe. Le processus de sélection et d'accompagnement chez Réseau Entreprendre Guadeloupe est exigeant, structuré et profondément humain. Chaque projet est analysé avec rigueur, lu
et challengé par des chefs d'entreprise expérimentés, puis évalué en profondeur lors d'un comité d'engagement composé de membres bénévoles. Ce parcours est fondé sur une double exigence, celle de la bienveillance et celle de la performance. C'est cette alliance qui fait toute la richesse de notre accompagnement. Être lauréat chez Réseau Entreprendre Guadeloupe, c'est bien plus que recevoir un prêt d'honneur. C'est vivre une aventure humaine unique, rythmée par 3 années d'accompagnement personnalisé, de conseils bienveillants, de partage entre pairs et d'une mise en lumière qui donne de l'écho à chaque réussite. Derrière chaque accompagnement se cache un investissement humain et financier fort, estimé à plus de 32 000 € par lauréat, hors prêt d'honneur. Parce qu'un vécu vaut 1000 mots, découvrez ce témoignage porteur de sens et d'impact. Bonjour, je suis Christine Horizono, la gérante de la microcrèche Tiboudou et lauréate de la promotion 2022 de Réseau Entreprendre Guadeloupe. Mon aventure a commencé avec l'envie de structurer mon projet, mais je ne savais pas par où commencer. Grâce à l'accompagnement de Madame Mir, ma mentor, j'ai pu prendre du recul, mieux comprendre mon rôle de chef d'entreprise et surtout ne jamais me sentir seule. Les échanges mensuels, les conseils concrets, le partage d'expériences, tout cela m'a permis de franchir des étapes clés. J'ai aussi découvert une vraie communauté bienveillante, engagée, qui m'a plantée dans les moments de doute. Le réseau, c'est un coup d'accélérateur, mais c'est aussi un cocon de soutien. Aujourd'hui, je me sens légitime, confiante et prête à aller plus loin. Merci le réseau! Être membre, c'est s'impliquer dans un projet de territoire, transmettre, apprendre aussi et contribuer à faire éclore des réussites. Ce sont des chefs d'entreprise bénévoles qui font grandir le réseau. Leur engagement est le pilier de notre action. Et pour réussir notre mission, nous avons besoin de tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Nous avons besoin de vous. Parce qu'au cœur de notre réseau, il y a des femmes et des hommes engagés, découvrons le témoignage inspirant de l'un de nos membres. Bonjour, je suis Sylvestre Latruffe. J'ai intégré le réseau Entreprendre en Guyane, puis naturellement en 2023, à mon retour en Guadeloupe, j'ai voulu intégrer le réseau Entreprendre en Guadeloupe, en tant que membre tout simplement, puis en tant qu'administrateur, lecteur et valideur de projets. Aujourd'hui, j'accompagne une lauréate pour la faire grandir. Devenir membre de Réseau Entreprendre, c'est rejoindre une communauté d'entrepreneurs passionnés par leur territoire. Si tu veux accompagner des porteurs de projets et faire grandir la Guadeloupe, rejoins-nous. C'est une expérience formidable à vivre. Alors, qu'attendez-vous pour passer de spectateur à acteur du monde entrepreneurial ? Vous avez le pouvoir de transformer des projets en réussite. Contactez-nous et embarquez dans une aventure humaine. Pour cette petite vidéo. On va tout de suite donner la parole à Monsieur Virasamy, président de France Active Guadeloupe, sur les outils financiers distribués par le réseau France Active. Bonjour à tous, Dominique Virasamy, président de France Active Guadeloupe. Merci tout d'abord à l'UDM-EDF d'avoir organisé cette rencontre qui me semble très importante pour nous, puisque ça met en lumière notre travail et surtout, comme nous accompagnons particulièrement les bénéficiaires du RSA et les porteurs de projets, ce sont des personnes qui veulent sortir de la précarité et donc nous sommes avec eux pour pouvoir leur permettre d'évoluer. Alors, il faut savoir que depuis 2021, il y a un nouvel acteur financier qui existe en Guadeloupe, c'est France Active, la maison mère, après une expérimentation de 2 ans, de 2021 à 2023.
le président Chalus a voulu particulièrement qu'il existe un France Active Guadeloupe autonome, et donc il s'est battu pour ça, et je l'en remercie. Et donc, France Active, c'est quoi? C'est une association avec 11 membres, dans lequel il y a la région, le département, la CCI, il y a aussi le Crédit Mutuel, il y a le CEPAC, et puis les services de l'État. Donc voilà. Et donc, nous avons des conventions aussi avec la BPI, l'AFD, les fonds européens et la Banque des territoires. Alors, comment ça se passe chez nous? Quand il y a un porteur de projet dans l'économie sociale et solidaire et environnementale, eh bien, cette personne doit mûrir son projet, accompagné d'un business plan sur 3 ans qui tient la route. À ce moment-là, nous, on l'étudie et on le transmet à notre commission de décision. Une fois que la commission de décision a donné son avis favorable, s'il n'y a pas de coquille, à ce moment-là, c'est nous qui allons chercher le financement auprès des banques. Et notamment, nous sommes en train de faire une opération de séduction auprès de la BRED et du Crédit Agricole. Donc, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et à ce moment-là, une fois que nos dossiers arrivent chez les partenaires financiers, en général, nos dossiers sont mûris et donc ça ne pose aucun problème, il n'y a aucun frein, il n'y a pas d'obstacle pour mettre à disposition les financements. Il faut savoir que nous sommes garantis bancaires à hauteur de 80%, ce qui nous permet d'être compétitifs. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en Guadeloupe, il y a cette petite population qu'on avait totalement oubliée et nous sommes là, accompagnés des partenaires cités tout à l'heure, eh bien, nous sommes là pour pouvoir aller encore plus loin. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions sur France Active Guadeloupe. On a bien rattrapé le retard. Et donc, je passe la parole à Philippe Bèche, courtier, sur la question très importante de l'offre assurantielle en Outre-mer. Merci Isabelle. Merci Président Chalus, Président de la Chambre de commerce, Monsieur le Ministre, je sais pas où il est là. Bon, alors d'abord, je ne suis pas courtier, je suis agent d'assurance et courtier. Je suis membre du MEDEF, ancien administrateur du MEDEF et très proche du président quand il s'agit de problématiques d'assurance. Là, donc, je tiens à ce que vous sachiez que j'interviens, comme vous tous, en tant que chef d'entreprise. Je ne suis pas président d'un comité quelconque de compagnie d'assurance. Je suis en revanche très impliqué dans tous les syndicats d'agents et autres dans l'Hexagone. Il y a une problématique sur l'assurance qui est mal comprise et ça part dans tous les sens. Moi, je vais être très clair, WAB Assurance, avec d'autres noms, entreprise guadeloupéenne depuis 1951, nous connaissons la problématique de l'assurance. Et on entend des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut faire dans les Outre-mer. Je dis les Outre-mer parce que là, c'est pareil. Lorsque je me retrouve, je suis très proche de tout l'ensemble de tous les présidents de compagnies d'assurance françaises. On me parle d'Outre-mer. Non, les Outre-mer. Moi, la Nouvelle-Calédonie, pour moi, c'est pas la Guadeloupe. Là, il y a des problèmes géopolitiques. Là, il y a des problèmes de toutes sortes. Nous sommes aujourd'hui des Outre-mer. Et quand on va sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose déjà qu'il faut savoir. C'était quoi l'assurance avant le cyclone Hugo en 1989? C'était des assurances qu'on assurait risque par risque. Donc, les entreprises s'assuraient en incendie, en explosion, en cyclone, en catastrophe naturelle. Non, non, non. En tremblement de terre, en éruption volcanique, 1976. Toute une partie, beaucoup de gens qui sont là ne savent pas ça. Moi, j'étais jeune étudiant. Toute une partie de la basse terre s'est retrouvée sur la grande terre. Il y a un assureur derrière tout ça. Il y a un assureur derrière tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas le régime des catastrophes naturelles. Le cyclone Hugo passe, 1989. Seuls sont assurés ceux qui ont pris la garantie cyclone. Donc on est en quelques milliers d'entreprises
et quelques centaines de particuliers. Le régime des catastrophes naturelles, mais ça ne va pas vous surprendre, existait dans l'Hexagone depuis 82. Mais nous, en 89, il n'était pas appliqué. Très bien. En 90, donc, on applique le régime des catastrophes naturelles. Comment la population guadeloupéenne et entrepreneuriale gérait le cyclone avant 89? Il protégeait son entreprise. Moi, quand j'étais jeune, mon père, j'avais 14 ans, 13 ans, il me faisait passer des rouleaux, je ne sais pas comment on appelle ça, métalliques, coulissants, pour protéger toutes les baies vitrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de régime de catastrophe naturelle. Il fallait protéger son entreprise. Les catastrophes naturelles, très bien, on est garanti, on ne paye plus la prime, on paye une majoration de la prime dommage aux biens. Ça n'a rien à voir. Nos amis de la Caraïbe, comment ils s'assurent? Nos amis de Floride, comment ils s'assurent? Ils s'assurent comme avant 89. Quand vous avez une entreprise en Caraïbe, vous assurez l'incendie, ça coûte tant. Le cyclone, ça coûte tant. Le tremblement de terre, ça coûte tant. Et à l'arrivée, mais ça fait des factures exorbitantes. Alors je me suis amusé à assurer une de mes grosses entreprises dans un contexte caribéen. Et je me suis amusé à faire assurer une de mes grosses entreprises guadeloupéennes. Alors je suis en Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais enfin bon, en tous les cas, je me suis amusé avec les mêmes conditions de franchise, les mêmes conditions de garantie, par les Lloyd's de Londres, le budget pour un contrat excessivement performant en Guadeloupe, 400 000 €. J'enlève les flottes auto, j'enlève tout ça, je prends les dommages aux biens. Budget Caraïbes, budget Lloyd's de Londres, entre 1 million et 1,2 million. Donc il y a un moment donné, si on passe son temps à dire c'est cher, on ne peut pas, comment, on n'ira pas loin. Hein. J'ai entendu nos amis financiers, j'ai entendu nos amis comment dire, du secteur public dire sans nous, si nous ne sommes pas là, il n'y aura pas de développement. Mais sans assurance, il n'y aura aucun développement. Aucun. Là, aujourd'hui, on me parle de la crise d'assurance. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de 85. Excusez-moi. Ça, c'est les vieux. Vous parlez de 2025. La crise, elle arrive en 2026. Et on ne sait pas ce qui arrive. Mais moi, je commence à savoir ce qui arrive. Là, je prends la parole. J'ai écouté. Pendant que j'écoutais, je me disais, je ne suis pas sûr que tout le monde se rende compte que c'est moi qui devais passer en premier. Hein. Non mais, il y a un moment, il faut qu'on prenne conscience qu'en 2026, il y aura peut-être plus d'assureurs. Alors les banquiers feront quoi? Tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous le ferez sans assureur? Pas sûr. Donc, ah mais nous y allons doucement. On m'a donné 7 minutes, j'en prendrai un peu plus. Bon, donc, pourquoi les assureurs sont frileux? Pourquoi? Il y a combien d'assureurs dans l'Hexagone? Il y en a plein. Il y en a combien ici pour assurer les entreprises? 3. AXA est ici, il assure les particuliers et les petites entreprises. AXA, compagnie française. Lorsque la Nouvelle-Calédonie se réveille un matin, pour des raisons que je ne vais pas analyser, qu'est-ce qui se passe? Alliance, c'est qui? Ce sont des Allemands. Les actionnaires allemands disent c'est où ça? Et puis après, il y a la Martinique, c'est où ça? Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça qui se passe. Et les actionnaires disent on sort. Qu'est-ce que les Italiens font? Generali, Turin, la même chose. Ce sont des entreprises privées. Un ministre a dit, sur une réponse à un député, je suppose certainement de chez nous, que les Outre-mer, c'est la France et les assureurs ne partiront pas, mais où est-ce qu'on prend ça? Il n'y a pas d'assureurs nationalisés, enfin, sauf donc, l'entreprise Alliance, Generali, AXA, qui vous voulez, ce sont des entreprises privées avec des actionnaires qui, lorsqu'ils se rendent compte, ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Si on me dit tout à l'heure les assureurs gagnent beaucoup d'argent, je confirme. Hein. Mais, et de plus en plus,
mais ils n'aiment pas perdre de l'argent quelque part. Et je pense que vous êtes pareil. Celui qui investit aujourd'hui sur une île à côté et qui perd de l'argent, il repart. Bien. Donc pourquoi? D'abord, je voulais vous dire, il y a 3 marchés. Il y a un marché du particulier. Ce marché du particulier, il ne sera pas touché en termes de départ. Pourquoi? Parce qu'il est traité par les assureurs, il est traité par les mutuelles, il est traité par les banquiers, ou certains banquiers. Ce que nous aurons, c'est des majorations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne veux pas m'enfermer trop dans certains terrains, mais aujourd'hui, voiture électrique, pas de pièces, réparation des batteries ici, très cher, donc surcoût de l'assurance égale, surcoût pardon, des réparations égale surcoût de l'assurance. Mais globalement, il y aura toujours des assureurs pour les particuliers sur nos zones. Le petit pro, le 8 à 8, il s'assurera toujours. La pharmacie, elle s'assurera toujours. Donc, le marché du particulier, du petit pro, ça ne pose pas de problème. Les grosses entreprises, il y a quelques grosses entreprises ici. Là, il y a un problème. Pourquoi? Generali s'en va. Il ne reste que sur les flottes auto et les autos. Il sort des dommages aux biens. Il passe un accord avec Nagico, qui est l'assureur de la Caraïbe, au prix que je vous ai dit tout à l'heure. Et tous les contrats Generali commencent, GFA Caraïbes pour chez nous, commencent à être résiliés un par un. Et il faudra qu'ils aillent renégocier avec Nagico, mais à des conditions x2, x3, je ne sais pas. Groupama, ils se désengagent, ils ne partent pas, mais ils se désengagent. Alliance, pour le moment, ils tiennent la route, mais ils baissent leurs capitaux assurés. AXA, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'assurent pas les entreprises. Voilà le marché des entreprises. Deuxièmement, la réassurance est tellement chère que la garantie maximum que nous avions en 2022-2023 pour assurer une entreprise, pour la plupart des compagnies, c'était 50 millions d'euros et on pouvait faire de la coassurance avec GFA, avec Groupama, ce qui allègrement pouvait nous permettre de monter jusqu'à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, ces compagnies dont je viens de vous parler s'en vont. Celles qui restent, Nagico, Alliance, leur plein réassuré, c'est 20 millions. Donc, en 2026, pour le moment, la limite de garantie sera de 20 millions. Après, des entreprises solides pourront prendre ce qu'on appelle des deuxièmes lignes, mais une deuxième ligne, ça coûte excessivement cher. Qui m'a parlé là, pardon? Non, mais elle est chère. Moi, elle est présente, oui, mais 7 minutes, bon, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit les Anglais, Willy ou autres, ce sera cher. Bon, donc là, aujourd'hui, les causes de désengagement, je vais les donner. Alors, on nous dit, mais en France, il y a les catastrophes naturelles. Monsieur le ministre, les catastrophes naturelles, il y a un certain temps, c'est quoi? C'est les assureurs qui préfinancent le dommage, parce que l'État ne sait pas faire ça, et puis après, qui sont remboursés CCR et consorts, et finalement, ça ne coûte pas grand-chose aux assureurs. Aujourd'hui, les rétentions qu'on laisse aux compagnies d'assurance, elles sont énormes. Ça veut dire que s'il y a une catastrophe naturelle ici, les compagnies qui sont là, donc que je vous ai citées, elles vont manger. Elles ne seront pas rentables. Donc quand on me dit qu'on va mettre en place un fonds émeute dans le mode du fonds catastrophe naturelle, il faut qu'il soit au premier euro, pas avec des rétentions à 200, 300, 400 millions. C'est le chiffre d'affaires des compagnies les plus grosses. Je suis clair, je pense. Donc aujourd'hui, c'est premier euro. L'État, qu'est-ce qu'il nous doit, l'État? Monsieur le préfet n'est pas là, heureusement, peut-être pour moi. L'État, il nous doit la protection des biens et des personnes. Donc, avant, quand on brûlait une entreprise, on brûlait cette entreprise, elle était assurée. Bon, c'est vrai, c'est dur, hein, c'est pas comme si. Aujourd'hui, elle ne sera plus assurée. Elle ne sera plus assurée, il n'y a plus de garantie émeute. Donc, si l'État n'est pas en mesure
de protéger la zone industrielle de Jarry. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir comment. Et puis, quelques secteurs, Colin, vous avez, Mégonçon, ça, tout brûlera. Et si ça brûle, chômage, chômage et chômage. Donc, si vous voulez, moi, toute cette réunion préliminaire m'a beaucoup plu. Et je suis finalement bien content, Isabelle, de terminer parce que ça me permet de donner de l'espoir à tout le monde. En fait, Ah oui, mais il faut. Hein. Écoutez, mon cher ami, quand je fais le métier qu'il faut, si je suis pas un peu artiste, parce qu'il faut savoir qu'il faut que j'aille parler aussi aux compagnies. Et ça, c'est pas facile. Bon, donc, les pistes d'action, et ça, c'est très important. La piste d'action, c'est un fonds de réassurance étatique abondé. Je ne sais pas comment, aujourd'hui on parle de 5% abondé du point de vue hexagonal. D'ailleurs, il n'est pas normal, je précise, qu'on nous enlève les émeutes à nous et pas dans l'hexagone, hein, parce que ça brûle aussi hein, dans l'hexagone. Hein. Bon. Il faut que ce fonds étatique démarre au premier euro. S'il démarre en laissant des rétentions aux compagnies qui sont ici de 400 ou 500 millions d'euros, elles partiront. Donc quand on me dit qu'il va y avoir un fonds, les catastrophes naturelles, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose à partir du moment où on est au premier euro. La problématique que nous avons, nos amis anglo-saxons dans la zone Caraïbe ont compris depuis longtemps qu'il ne faut pas embêter les assureurs avec les petits sinistres et nous sommes les spécialistes de la fréquence. On assure un syndic de copropriété X, on peut avoir 300, 400, 500 dégâts des eaux par mois. L'assureur ne veut plus de ça. Donc aujourd'hui, il faut que tous, vous entrepreneurs, je ne parle pas des petites entreprises, hein, j'ai dit qu'elles n'avaient pas de problème, hein. Il faut franchiser. Quelles sont les franchises que vous trouvez en Caraïbes? Les minimums 250 000, les maximums 1 million. Les entreprises sont solides, hein, je parle. Hein. Elles provisionnent et elles n'utilisent pas ces 250 000 et ce million. En revanche, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'un volcan se réveille, lorsqu'il y a un tsunami, lorsqu'il y a des émeutes, tout ça, l'assureur est là. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, ça fait 2-3 ans que je dis, il faut faire ça. Tout le monde déclare des sinistres à 300 €, 400 €. Ça sera pareil pour la voiture demain. Hein. Il faudra qu'on accepte que la voiture, on sache changer tout seul un certain nombre de pièces sans déranger l'assureur. Donc ça... Mais c'est ce que je dis. Il faut arrêter de garantir le bris de glace, le dégât des eaux, le dommage électrique. Il y a des choses qu'on sait faire tout seul dans l'entreprise. Moi, mon entreprise a été volée il y a 2 mois. Ils sont rentrés chez moi malgré l'alarme et tout. Ils ont pris télévision, machin truc. Ça m'a coûté 10 000 €. Je ne suis pas mort. Hein. Bon. Et moi, ce n'est pas assuré chez moi. Hein. Investir dans la prévention et la résilience. Le président a parlé de résilience. Oui, on est résilient. On est drôle et résilient. Mais... vous avez aujourd'hui vu certains bâtiments tout vitrés. Vous vous êtes baladé à Colin ou ailleurs pour voir des bâtiments tout vitrés, mais les assureurs ne les assureront plus. Donc, quand je dis que les assureurs vont partir, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester en disant « ça, je ne prends pas, ça, je ne prends pas ». Il faut protéger les baies vitrées. Il faut que vous, entrepreneurs, vous commenciez à vous dire « comment je protège mon entreprise pour pouvoir garder mon assureur demain ?» C'est très important. Il faut dans chaque entreprise, dans chaque commune, j'ai le président, il est parti, notre ami Durimel, il est parti. Il faut un monsieur assurance. Moi, il m'arrive de parler dans certaines communes, je ne suis pas compris. Je suis voleur, mais pas compris. Donc, on perd du temps. Donc, il faut qu'il y ait un monsieur assurance pour que demain, ce discours que je suis en train de vous tenir, ça passe partout, et là, peut-être, on arrivera à garder nos assureurs. Et pour finir, c'est un sujet, monsieur le ministre, important. Quand il y a une catastrophe naturelle en Bretagne,
Les experts viennent de partout, s'installent dans les villes voisines, voire les départements voisins, et ils font leur boulot. Quand il y a une catastrophe naturelle chez nous, et qu'il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là, aujourd'hui, en 2025, les experts, ce n'est pas les experts de ma génération, hein, ils ne viennent plus. Hein. Ils disent, moi, je ne viens pas. Donc, on a ce problème-là aussi. Si demain, on a un événement majeur, là, en 2026, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'experts. Il doit y avoir 40 experts sur le département, là, actuellement. Les experts viendront, mais en petite quantité. Ce qui veut dire qu'un sinistre qu'on payait en 1 an, parce qu'il faut 1 an hein, pour payer des sinistres de ce type-là, et parfois plus, mais il nous faudra 5 ans pour le payer. Donc il y a quand même un problème assurantiel, et pour moi, il faut le mettre en haut. Parce que si jamais pas d'assurance, et tout ce que je viens de vous dire là, malgré toute l'affection que j'ai pour les banquiers, bah, ils diront à leurs clients, et vos assurances. On est d'accord, monsieur Toiti? Non. Merci. Alors, je veux juste vous dire, sous votre contrôle et sous le contrôle des administrateurs de la FEDOM, que nous sommes convaincus que la question de la FEDOM est essentielle. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait votre talent pour le mettre en avant avec la faconde et le brio avec lequel vous l'avez fait. Mais oui, il y a un sujet. À notre Assemblée générale, on avait reçu la direction du Trésor, on discute avec eux. J'ai bien noté votre point sur le premier euro. Enfin, ce point me paraît tout à fait important. A priori, il devrait y avoir quelque chose dans le projet de loi de finances pour 2026 sur un fonds émeute comparable au fonds catastrophe naturelle. La question est celle du déclenchement, en effet. Déclenchement à quel niveau, vous l'avez dit. Déclenchement, responsabilité pour l'État de qualifier la situation d'émeute, ce qui est un problème technique, un problème financier et aussi un problème politique. Le jour où vous aurez ça totalement dans l'escarcelle, monsieur le secrétaire général, ça sera un enjeu pas très simple. J'entends aussi ce que vous avez dit sur les experts, parce que moi j'ai eu besoin d'experts chez moi dans la Drôme, mais ils n'étaient plus là, ils étaient en Nouvelle-Calédonie quand j'avais besoin d'eux pour le coup. Mais voilà, en tout cas, bravo, parce que je trouve, peut-être que Isabelle, tombée sous votre charme, vous a accordé un peu plus de 7 minutes, mais ça valait la peine sur un sujet, on le dit en souriant, mais je crois que c'est avec Mélinda Gerco que je profite de l'occasion pour saluer, chargée de mission à la FEDOM, qui est avec moi dans cette mission. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec nos adhérents, qui est tout à fait en haut de l'ordre du jour. C'est pour vous dire les choses, oui, ce n'est pas la même chose dans chacun des départements. Je vous fais tout de même 2 observations. Ce n'est pas la même chose dans chacun des territoires, mais la vérité, comme chacun sait chez les banquiers, c'est que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et que les problèmes en Nouvelle-Calédonie, les problèmes politiques, problèmes sociaux en Martinique l'automne dernier, ont tout de même eu tendance à propager le message sur l'ensemble des Outre-mer, ou plus exactement les gens à Munich chez Allianz ou à Turin chez Generali, quand ils ont un problème en Nouvelle-Calédonie ou en Martinique, ils ne font pas trop la différence entre la Réunion, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des Outre-mer, mais le sujet, il est tout de même, pour les gens qui regardent ça d'un peu loin, assez largement globalisé. Voilà, en tout cas, on est là-dessus, on mesure l'importance du sujet. Avec des ressentis variables par territoire, mais en vérité, la contrainte que vous évoquez, je pense qu'elle s'applique assez largement à tout le monde, elle mérite d'être traitée, et bravo pour votre talent. Alors effectivement, c'est une contrainte majeure, donc c'est pour ça que j'ai laissé, je vous ai donné le droit de poursuivre un peu plus, puisque c'est un sujet très important. D'ailleurs, est-ce que dans la salle, il y a des questions sur l'offre assurantielle, sur le triplement du prix des primes d'assurance et autres? Non? Ah, la décennale. Question sur la décennale. Il n'y a pas de problème. On peut parler de toutes les assurances, mais là, moi, je vous ai parlé de la compagnie qui reste ou qui part. Bon, si elle part, la décennale, on en trouvera, je ne sais pas où, mais on en trouvera. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir comment on assure d'abord nos entreprises pour les risques majeurs, incendies, catastrophes naturelles et tout. Il n'y a pas de sujet sur la décennale pour le moment. À partir du moment où l'entreprise répond à tous les questionnaires que les compagnies demandent.
Très bien. Bon, donc, tous ces échanges sur cette première séquence nous ont montré combien les conditions d'accès au financement privé restent un sujet sensible et stratégique pour nos entreprises. Mais il existe aussi un autre levier essentiel, celui des dispositifs publics et européens. Il constitue une ressource complémentaire, parfois même décisive, pour initier ou consolider un projet. Donc cette deuxième séquence sera consacrée à la manière dont nous pouvons maximiser ces opportunités. Je vais donc demander au plateau de rejoindre la salle.